Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h02, nous sommes jeudi, et vous le savez, tous les jeudis, nous organisons notre jeudi politique avec des députés ou des sénateurs, tout dépend les jeudis, des députés ou des sénateurs qui viennent parler de l'actualité, évoquer l'actualité qui est évidemment toujours passionnante. Yannick Noder est déjà avec nous, député LR de l'Isère, c'est votre première. Bonjour. Bonjour. Yannick Noder, merci d'être avec nous. Nous allons recevoir Aurélien Taché, qui est député écologiste du Val d'Oise, qui sera là dans un instant. Où sont passés nos députés? Ils se sont perdus dans les couloirs. Kevin Mauvieux, qui est député Rassemblement National de l'Eure, qui pourtant a l'habitude, et Aurélien Taché aussi. Ils ont l'habitude tous les deux, mais ils ont disparu. C'est pas grave. Yannick Noder, nous allons commencer avec ce qui s'est passé entre l'Afrique et l'Europe au large de la Grèce, avec le naufrage dans la nuit de mardi à mercredi d'un bateau de migrants, un bateau 25 mètres de long, surchargé, des centaines de migrants sur ce bateau qui a fait naufrage, au moins 79 morts, mais il y aura sans doute beaucoup plus de victimes parce que 104 personnes seulement ont été secourues, 3 jours de deuil décrétés en Grèce, le bateau a appareillé en Libye. Aucun passager n'était équipé d'un gilet de sauvetage sur le bateau. Des migrants venus du Pakistan, venus de Libye, venus de Syrie. Je le disais, aucun passager n'était équipé d'un gilet de sauvetage. Un avion de Frontex avait repéré le bateau mardi après-midi, mais les migrants à bord auraient refusé toute aide. L'enquête nous dira exactement ce qui s'est passé. Le capitaine, lui, a quitté l'embarcation le plus rapidement possible avant que le bateau ne fasse naufrage. Il y a eu évidemment de nombreux appels de détresse, de nombreux bateaux qui naviguaient dans la zone sont venus au secours des migrants. Quoi qu'il en soit, il y a un drame en mer avec, je le disais, au moins 79 morts. Kevin Mauvieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous avez rejoint. Vous n'avez pas vu Aurélien Taché dans le secteur? Non, bon, d'accord. On ne s'est pas croisé. Bon, d'accord. Kevin Mauvieux, qui est député Rassemblement National de l'Eure. Auparavant, avant d'engager nos débats autour de ce premier sujet, Fabienne est avec nous. Fabienne est dans le Tarn et Fabienne a été éducatrice spécialisée. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous avez accompagné des migrants pendant des années, Fabienne. Tout à fait, oui, mineurs et jeunes majeurs. Mineurs et jeunes majeurs. Devant ce drame, quelle est votre réaction et qu'avez-vous envie de dire ? Eh bien écoutez, une fois de plus, je suis vraiment catastrophée par l'hypocrisie que nous avons au niveau européen et français. Je dois dire que ces jeunes ont une envie d'avoir une meilleure vie. Je ne sais pas qui peut le leur reprocher. Surtout lorsque nous connaissons ce que nous avons pu faire, nos capacités actuelles de pouvoir les aider. Et je suis tout à fait, en accord avec la personne qui est intervenue sur le fait de dire qu'il faut absolument mettre en place un travail autour des corridors humanitaires. C'est indispensable. Nous n'avons même pas idée de ce que cela peut représenter dans l'avenir et l'avenir proche. Nous pensons que nous allons régler ça avec des sanctions, avec des règles, Ce n'est pas possible, c'est l'humain. Nous sommes en train de parler d'humain, d'humanité. Et ça n'a aucune valeur par rapport à tout ce que nous pouvons mettre en avant. Que ce soit n'importe qui autour de vous, sur cette terre, on n'a pas le droit de pouvoir accepter qu'il y ait encore des morts en Méditerranée. Je ne sais pas à l'heure actuelle comment nous pouvons encore nous baigner dans la Méditerranée. C'est une honte. Bien, Fabienne, restez un peu avec nous, Fabienne. Aurélien Taché nous a rejoint, bonjour. À votre tour. Alors, vous venez d'écouter Fabienne. Que faire pour prévenir de tels drames? Allez-y, il y a plusieurs solutions qui sont avancées un peu de tous les côtés. Il n'y a pas de solution franco-française, il y a des solutions européennes peut-être, je ne sais pas. Votre avis, qui veut commencer? Ordre alphabétique, c'est pas compliqué, Kevin Mauvieux. Allez-y. Eh bien, je pense que la première des solutions face à ce genre de drame, et d'ailleurs, je voudrais envoyer aussi mes pensées aux victimes, aux familles des victimes, parce que ça reste des êtres humains derrière. La solution, la première, c'est d'éviter que ces personnes prennent des risques pour leur vie.
et éviter de prendre des risques pour leur vie, c'est arrêter de leur faire croire qu'en traversant la Méditerranée, ils trouveront un Eldorado où on pourra leur offrir tout ce dont ils ont besoin, alors qu'en réalité, en France, on n'arrive même plus à offrir tout ce dont ont besoin aux Français déjà, donc il sera compliqué de leur offrir ce dont ils ont besoin. Donc il faut commencer par leur faire comprendre que traverser la Méditerranée, c'est prendre un gros risque pour potentiellement peu de résultats. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, pensez-vous dans les actes... qu'ils ne mesurent pas le risque? Non, Franchement. parce que je pense que l'individu en lui-même peut potentiellement mesurer le risque, mais je pense que ce dont on n'a pas la mesure, c'est qu'il y a toute une filière de passeurs dans ces pays-là qui leur vendent du rêve, et quand vous êtes dans la détresse ou pas, mais quand vous êtes dans la détresse, quand on vous vend du rêve, vous avez envie d'y croire. Et donc, vous montez plus facilement sur une barque ou dans un bateau qui, en réalité, n'ira pas jusqu'à l'autre côté de la Méditerranée. Quand le passeur et l'État en question, je pense à la Libye, puisque le bateau a appareillé de Libye, quand les passeurs et l'État sont complices, quand les passeurs qui pourraient disparaître pour une raison ou une autre, parce qu'on les arrête, ou parce qu'on les tue, ou parce qu'on... Bon, sont remplacés immédiatement par d'autres passeurs, mais comment faire? Et que faire? Vous le dites, les États sont dans la boucle. Il y a des États. Mais l'État libyen n'est pas un État structuré. Mais alors, ce n'est pas un État structuré. Mais après, il y a tout un tas d'organisations. Il y a tout un tas d'organisations internationales. Il y a tout un tas de moyens qui sont à notre disposition pour mettre la pression. Mais après, vous parlez d'un sujet extrêmement compliqué, qui est le sujet de la Libye. On ne va pas se mentir, c'est très compliqué au niveau de la Libye. Mais pour montrer un peu que quand on veut, on peut, et qu'en l'occurrence aujourd'hui on ne veut pas, on n'a qu'à prendre la situation dans nos outre-mer, où on continue à distribuer des millions à certains pays d'aide au développement, alors que ces pays n'acceptent pas de respecter les accords et de récupérer leurs ressortissants. Ne déplaçons pas le problème. Là, je ne déplace pas le problème. C'est symptomatique. On parle de la traversée de la Méditerranée. C'est symptomatique. Quelle solution pour éviter de tels drames en Méditerranée? Vous dites, vous avez votre les solutions, c'est de faire comprendre qu'on ne peut plus arriver en France comme on veut, que les demandes d'asile doivent se faire à l'étranger et non sur le territoire français, dans les consulats, dans les pays respectifs ou dans les pays limitrophes quand on n'a pas de consulat, et qu'il faut arrêter ce système de prenez le risque de votre vie pour nous demander des papiers que potentiellement on vous refusera et que potentiellement, dans une situation dans laquelle potentiellement on ne pourra pas vous aider. Ça, c'est dangereux. Aurélien Taché. Non, par ordre alphabétique, pardon. Yannick Noder, député LR de l'Isère. Ma réaction, si vous voulez, elle est en premier lieu humaine. Ce que dit l'auditrice est effectivement plein d'humanité. Comment on peut effectivement passer le message quand des gens sont dans des situations économiques, sociales ou politiques dangereuses pour eux ou leur famille, de ne pas tenter d'avoir une vie meilleure? C'est humain, mais ce qui est dramatique, c'est de voir que certaines personnes utilisent cette misère humaine dans des réseaux de passeurs. Et on voit bien qu'il faudra une réponse. Il faut poser ce sujet. Je pense que c'est pour ça que vous le savez très bien, au niveau des Républicains, on veut poser ce sujet. Il faut surtout le dépassionner et plutôt en parler à froid, parce qu'au décours, comme un fait divers ou comme cette situation que vous nous décrivez et qui est arrivée mardi soir, il faut faire attention de ne pas surréagir à chaud, parce que les premiers temps, c'est l'humanité d'abord, c'est des vies humaines, quel que soit. Voilà. Ça, ensuite, pense que tout le monde est d'accord. Voilà, mais c'est important de le rappeler quand même. Oui. D'abord, après, je pense qu'il faut poser ce sujet, et je crois qu'il faut le poser clairement. C'est la préoccupation aussi de notre population française. 70% des Français. Quelle solution? Eh bien, les solutions, on l'a fait. Oui, mais quelle solution? La solution, on voit très bien qu'elle ne peut pas être qu'à l'échelon d'un pays. Voilà, exactement. Elle doit être européenne. Elle doit être européenne. Et là, je pense que déjà vous allez avoir un point de désaccord. On voit que l'Europe, ça ne marche pas aujourd'hui au niveau de l'immigration. Alors, si je peux finir à mon propos, on voit simplement qu'il faut que la France puisse, et c'est le cadre de nos propositions de loi, notamment notre proposition de loi constitutionnelle, que la France vote ses lois dans le Parlement, c'est bien, mais on sait que pour pouvoir les appliquer, il faut cette modification de la Constitution pour pouvoir justement négocier
négocier ces dérogations. Et moi, ce que j'espère, c'est que ces négociations qui viendront par la modification de notre Constitution pourra globalement emmener l'ensemble de l'espace Schengen sur cette perméabilité de nos frontières. Vous demandez des dérogations pour que la France puisse appliquer certaines lois qui ne sont pas appliquées en Europe. Mais surtout pour éviter le fait divers d'Annecy et de permettre que finalement ce ressortissant ne puisse pas venir en Suède et ensuite passer de la Suède en France. C'est ça, c'est surtout ça aussi. Bon, alors attendez, je voudrais rappeler aussi ce qui se passe au niveau européen, parce que c'est important, il y a aussi une actualité au niveau européen. Les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une réforme du système d'asile. Cadre commun pour la gestion de l'asile et de la migration pour remplacer l'actuel règlement de Dublin qui régit les demandes d'asile. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre en place un mécanisme de solidarité entre tous les pays de l'Union européenne pour mieux répartir les demandes d'asile. Et ceux qui ont demandé l'asile. Par exemple, aujourd'hui, un réfugié qui arrive en Italie, il doit demander l'asile en Italie. C'est le règlement de Dublin, ce qui est assez stupide, surtout si ce réfugié veut aller ailleurs en Europe. Bon, alors aujourd'hui, l'Europe est en train d'y travailler, le texte est au Parlement européen et il sera adopté ou pas, nous verrons bien, avant l'élection européenne de 2024. Il y a une autre volonté européenne, c'est de mettre en place de nouvelles procédures obligatoires aux frontières extérieures, là ça vous rejoint, avec des mises en place de procédures de retour, c'est-à-dire durcir un peu les conditions d'arrivée sur le continent européen. Aurélien Taché. Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis très content qu'on ait ce débat ce matin parce que je trouve que avoir des centaines de morts, on est à 79, mais le décompte va être bien plus important que ça, dans la Méditerranée, et avoir jusqu'ici des réactions assez timides, et merci Jean-Jacques Bourdin de mettre ce sujet à votre antenne ce matin, me paraît totalement révoltant. On est quand même en France, quoi. Le pays des droits de l'homme. Alors je sais, maintenant c'est devenu un peu une litote de dire ça, mais enfin quand même, des centaines de personnes qui meurent dans la Méditerranée, grosso modo, on est en train d'expliquer qu'il faudrait, parce que ces gens n'auraient pas compris, leur dire qu'il n'y a pas d'Eldorado en France. Mais enfin, de quoi parle-t-on ? Croyez-vous franchement, chers collègues, qu'ils ne savent pas que c'est pas l'Eldorado en France ? Croyez-vous franchement qu'à l'ère des smartphones, à l'ère au moment où les gens échangent entre eux, ils savent très bien le risque qu'ils prennent, et ils passent par la Libye, qui est un pays qui les met en esclavage, où les gens sont massacrés, et ils le font quand même parce que la vie là-bas est tellement dure à l'échelle d'une famille. Quand il y a des persécutions, quand il y a des grosses difficultés, eh bien vous avez quelqu'un, en général, les parents qui disent à un des enfants, il va falloir que tu sois le plus courageux et que tu y ailles parce qu'il va falloir que tu nous aides ici parce qu'on s'en sort pas. Donc à un moment, penser que une France sans immigration, c'est le fantasme du Rassemblement national, peut exister, c'est faux. Un monde sans immigration n'existera jamais. Il y aura toujours des migrations, c'est comme ça. Maintenant, la question c'est comment on les régule. Sur le droit d'asile, j'aimerais quand même qu'on puisse se dire des choses simples. Le droit d'asile, c'est quand même un petit peu plus que simplement la migration économique, familiale ou autre. Peut-être qu'on en parlera après dans le débat, je ne sais pas. Mais là, on parle du droit d'asile. Il y a des solutions, peut-être, sur d'autres sujets. Sur le terrain économique. Qu'on soit clair, moi je ne suis pas pour l'abolition des frontières. Mais en revanche, si on commence à remettre en cause le droit d'asile, comme je l'entends, et il y a des choses qui sont qui interrogent, qui sont terribles, le drame de Annecy en fait partie, on peut en parler aussi. Mais néanmoins, à un moment, le droit d'asile, c'est comme un droit fondamental de notre Constitution. C'est quelque chose qui a fait l'honneur de la France. Si on n'est plus capable sur l'échiquier politique, sur le grand spectre de l'échiquier politique de défendre ça, moi j'ai un problème. Alors après, je ne comprends pas la position des Républicains. Les Républicains nous expliquent qu'il faut que le droit national prime sur le droit européen, donc c'est le contraire d'un système d'asile européen. Donc je comprends pas. Soit on fait un système européen qui fait qu'on répartit effectivement. Soit on renforce l'accueil, enfin les conditions d'accueil au niveau européen. Non mais je vais vous répondre. Oui. On est assez simple, c'est-à-dire que là, vous décrivez d'ailleurs parfaitement une situation d'immigration massive subie. D'ailleurs, accueillir toutes ces personnes, si on n'est pas en capacité de les accueillir correctement par un travail, socialement, les soigner, et on passe simplement d'un modèle d'immigration subie, non choisie, à une immigration. Il ne s'agit pas de remettre le droit d'asile en question, c'est simplement de pouvoir en parler au Parlement, de pouvoir définir des quotas et d'avoir une immigration choisie. Sur le droit d'asile, chers collègues, sur l'immigration économique, sur l'immigration économique, si vous voulez, on peut discuter de ça. Je ne vais pas forcément être d'accord avec vous, mais c'est pas grave. On est bien d'accord. Mais sur le droit d'asile, c'est un droit fondamental.
protégé par la Constitution, mis en œuvre par des instances indépendantes. Vous voulez mettre fin à l'indépendance de l'OFPRA? Vous voulez que ce soit le politique qui décide qui donne l'asile? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que c'est effectivement quelque chose qui est garanti par la justice, qui est garanti. Et par contre, je suis favorable à un système de répartition. Alors, moi, je suis pour que... On va parler de la répartition au niveau européen, mais attendez, je voudrais quand même rappeler que tous ces migrants n'avaient pas peut-être la volonté de demander asile à la France, ou à l'Italie, ou je ne sais pas. Ils avaient peut-être. Jean-Jacques Bourdin, c'était peut-être qu'une étape encore. Le continent européen n'était peut-être encore qu'une étape. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur le règlement Dublin. Oui, le règlement Dublin. Mais oui, c'est celui qui oblige finalement le pays d'arriver à prendre en charge les demandes d'asile. Donc toutes les réformes européennes dont on le parle, tant qu'on ne remettra pas ce règlement en cause, ça ne sert à rien. Il est en train d'être remis. Mais il est en train d'être remis en cause. Oui, alors j'espère, parce que j'ai un petit doute encore que finalement la France et d'autres ne bloquent pas. Mais ça ne bloque pas. Le règlement Dublin va encore s'appliquer au moins quelques années. Attendez, mais excusez-moi, mais j'entends bien votre nos limites en immigration. Non, je n'ai pas dit ça, je parle de droit d'asile. Soyons précis. Soyons précis. À toutes ces populations qui arrivent, qu'on ne sait pas loger, qu'on ne sait pas donner du travail, j'ai fait un rapport de 150 pages que j'ai remis à Édouard Philippe il y a 5 ans. Il faut faire très attention à ce qu'on propose, parce que je trouve que c'est assez démagogique. C'est assez démagogique de vouloir dire venez, alors qu'on n'est pas capable de s'en occuper. Écoutez, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Pour l'instant, il est 11h18. Kevin Mauvieux, qui a un peu un déficit de parole, va pouvoir prendre la parole. Et j'ai quand même plein de questions à vous poser. Je voudrais pas qu'on élargisse. On est sur le cas de ce drame en Méditerranée, savoir s'il y a des solutions pour éviter de tels drames. Quelles sont ces solutions? Voilà ce qui m'intéresse. Il est 11h18, à tout de suite. Mauvieux. Alors, moi, je veux bien vos solutions, mais que pensez-vous de cette idée d'aller... C'est l'Europe, j'en parlais à l'instant, qui est en train de négocier avec la Tunisie pour donner des subsides à la Tunisie. En contrepartie, les Tunisiens, je sais pas, moi, installent des camps de réfugiés en Tunisie pour éviter qu'ils ne franchissent la Méditerranée. Je suis pas certain que c'est une solution pour éviter éventuellement de franchir la Méditerranée. C'est ce qu'on a fait avec la Turquie. Oui, est-ce que ça a marché? Ça a peut-être évité. Ça a peut-être évité quelques drames. Ça a peut-être évité l'arrivée en Europe de centaines de milliers de réfugiés, non? J'en suis pas certain. Et j'en suis pas ça. Ça a dû éviter des drames, probablement. Ça, je vais pas le remettre en cause. Après, faire ce hub, peut-être que ça évitera des drames en bloquant les individus là-bas. Mais tant qu'on ne reviendra pas encore une fois à la racine, c'est-à-dire on demande le droit d'asile dans les consulats étrangers. En Afghanistan, vous demandez où? On va dans les pays frontaliers. Mais on ne fait pas venir jusqu'en France. On ne fait pas venir jusqu'en France les personnes. On ne les laisse pas venir jusqu'en France et prendre le risque de traverser la Méditerranée. Et tout à l'heure, j'entendais mon collègue Taché qui disait que les individus qui sont dans ces pays-là pensent que la France est un Eldorado. Enfin, conscience. Vous avez dit que les gens avaient conscience du risque, conscience. Tout à fait. Je pense que les gens, encore une fois, ont conscience du risque. Ils savent qu'ils vont traverser la Méditerranée. Mais vous avez les ONG qui sont de véritables organisations de passeurs qui font croire à ces personnes que le risque est bien moindre par rapport à l'avantage et qui les incitent à y aller. Alors je sais que c'est difficile de l'avouer, mais c'est la réalité. Est-ce que vous pensez que les passeurs ont besoin des ONG? C'est la réalité. Avec tout le respect que je vous dois, c'est totalement irrespectueux de dire ça à des gens qui prennent, qui mettent leur vie en danger pour aller sauver d'autres vies. Quand même, mettons-nous d'accord sur le fait que ces gens-là sont des héros. Arrêtez de dire que ce sont des passeurs. Ils vont en mer parce qu'il y a des gens qui sont en train de risquer leur vie pour essayer de ne pas les laisser mourir. Je ne crois pas que ce soit ça le sujet. Après, moi je voudrais juste donner deux ou trois éléments de réponse. Ce qu'on pourrait faire d'autre. La Tunisie ne me semble pas une solution. Vous savez que le nouveau président tunisien est quand même quelqu'un qui est proche des idées d'Éric Zemmour, qui explique que les populations subsahariennes vont remplacer les Tunisiens. Je ne pense pas que ce garçon soit quelqu'un de très en qui on peut avoir confiance pour une gestion des réfugiés qui soit digne. En revanche, des centres aux frontières européennes. Dans tous les cas, l'Europe négocie avec lui. Oui, mais des centres aux frontières européennes, des centres où les gens arrivent aux frontières extérieures de l'Union européenne et où on répartirait les gens ensuite. Les gens qui ont le droit à l'asile, les autres partent. Les gens qui ont le droit à l'asile dans les pays européens. Et puis ensuite, on fait des cours de français, on laisse les gens travailler. Je crois que M. Darmanin et Mme Borne sont ouverts à l'idée, enfin, de laisser les demandeurs d'asile travailler quand ils arrivent dans notre pays. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on donne des allocations sociales ou des centres à tout va pour les gens qui arrivent. Je suis favorable à ce qu'on les laisse travailler et s'intégrer. Et la plupart d'entre eux... Alors, il y a des solutions. Je voudrais juste réagir. Là, j'entends deux choses. Quand on dit que Mme Borne et M. Darmanin sont favorables à y réfléchir, moi,
moi je trouve surtout qu'il y a quand même une grande hypocrisie, c'est que les Républicains, notamment le mandat précédent, avaient proposé des solutions très concrètes, de revenir sur les accords de 68, alors c'est pas avec la Tunisie, mais c'est avec l'Algérie, et je trouve que c'est un peu... d'accord avec Édouard Philippe? Bien sûr qu'on est d'accord, mais je trouve que c'est quand même un peu étonnant qu'il a été Premier ministre, il a rien fait, et quand notre groupe parlementaire l'a proposé, alors que c'était l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur, ça a été refusé sur ces amendements. Donc je trouve que c'est un peu démagogique, surtout de vouloir dire que maintenant on va traiter le problème, alors que c'est des choses qui pourraient être très claires. Mieux vaut le traiter maintenant que ne pas le traiter. Oui, non, mais il faut aussi savoir être un peu honnête et poser les choses. Donc posons le sujet des accords de 68 avec l'Algérie, et je pense que ça donnera lieu à des discussions dans les parlements sur nos propositions de loi sur l'immigration. Une dernière chose juste là-dessus, effectivement, il faut revenir sur ces accords, il faut tout remettre à plat. Mais c'est quand même assez drôle de voir un LR reprocher à un ancien LR de ne pas avoir accepté une proposition de loi LR dans un précédent mandat, alors que les LR ont été au pouvoir pendant des années. C'est pour ça aujourd'hui que je suis RN, j'ai été UMP et LR, je suis parti toujours cette même chose. Mais parce que c'est la vérité, vous avez été pendant des dizaines d'années au pouvoir, et à l'époque, j'étais chez LR et j'étais à l'UMP, et j'ai quitté le parti Les Républicains justement pour ça, parce qu'on a énormément parlé et on n'a jamais rien fait. Donc aujourd'hui, reprocher au gouvernement de ne pas avoir fait ce que vous avez proposé. Mais les propositions de loi, chers collègues, elles sont sur la table. Moi j'entends ces cris là du RN qui disent on nous a pris nos propositions. Mais vos propositions, vous les avez pas déposées. Si vous les aviez déjà toutes prêtes, il fallait les déposer. Qui est-ce qui les a déposées, ces propositions, sur la table de l'immigration, que ça soit au Parlement ou... Mais c'est nous qui les avons déposées. On est contents, vous les voterez. Le RN était maintenant complètement sur la même ligne sur l'immigration. C'est intéressant. Je vais redonner la parole à Fabienne et à Florence. Fabienne, vous vouliez ajouter quelque chose, allez-y. Bien écoutez, je vois que c'est toujours très compliqué d'aborder ces sujets. Je vois que chacun tire sa couverture avec ses idées. Ce que je tiens à dire, c'est que ces personnes qui viennent en France ou en Europe, c'est vraiment pour leur survie. Que je vois que ça devient toujours que politique. Les politiciens qui font de la politique, et voilà, ils s'en sortent pas eux-mêmes. Il y a toujours les mêmes ressorts, les ONG, bien évidemment, c'est des passeurs. Ils viennent ici pour prendre le travail des Français, etc., etc. C'est vraiment lamentable, je dirais, de toujours avoir ces discussions-là, qui tournent toujours autour du même sujet, c'est-à-dire leur propre comment dirais-je. Voilà, après, je suis d'accord sur l'histoire de Dublin, c'est une cata. Je crois aussi que l'accord avec la Tunisie, c'est pas le mieux que nous ayons à faire. Enfin, il y a plein de choses, vous voyez, qu'il faudrait aborder plus simplement. Voilà. On va en parler. Merci d'avoir accepté mon appel. Je vous en prie, Fabienne. Tout le monde peut s'exprimer, comme Florence d'ailleurs, tiens, qui appelle de Toulouse. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Je voulais dire que, parole, mais on va expliquer ça aux mamans qui sont à l'hôpital avec un petit de 9 mois qui a failli mourir. On va appeler à tous ces gens qui, quand même, des morts, il y en a de façon collatérale. Ces gens qui sont morts là dans ce bateau, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur totale. Mais nos jeunes qui sont poignardés dans la rue tous les jours, vous avez vu les attaques au poignard que nous avons, ce sont aussi nos jeunes qui meurent. Ça fait combien de bateaux, ça, nos jeunes qui meurent dans les rues? Ils ne meurent pas, Florence, ils ne meurent pas toujours sous les coups d'un migrant. Hein. Oui, alors ils meurent aussi sous les coups d'un voisin parfois. On va mettre des subtilités, bien sûr, monsieur. C'est pas une subtilité, Florence, c'est une réalité. Écoutez, la réalité, quand même, quand on la vit vraiment, c'est différent. Quand nos filles sont obligées de se mettre des chemises blanches pour prendre le métro, ils changent de billes. Quand je prends des exemples comme ça, ce couple de 70 ans qui vit dans sa voiture dans les roues, je sais pas où, dans l'Aude, parce qu'on ne les reloge pas, qui ont travaillé toute leur vie dans ce pays, vous comprenez qu'obligatoirement ça fait monter des colères terribles. Mais on se bat entre nous là. Mais nous ne sommes pas décideurs. L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait, l'Europe? Je ne sais pas ce qu'elle fait, puisqu'elle se protège elle-même déjà. Est-ce que vous vous êtes posé la question, Florence, que ferait-on sans l'Europe?
Écoutez, je ne sais pas ce qu'on ferait dans l'Europe, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je développe vraiment et je pense que bon. Mais ce que je veux dire par là, dites ce que vous pensez. Ces gens qui décident ne vivent pas la réalité. Donc il est très difficile de prendre des décisions dans ces cas-là. Vous savez, quand vous êtes touché dans votre chair, ou que vous avez le Syrien, cette horreur qui s'est passée à Annecy, cette horreur totale, je veux dire, mais vous vous dites, quelle était la probabilité il y a 30 ans en arrière, excusez-moi, j'ai quelques années de vol, que mon gosse soit poignardé dans la poussette par quelqu'un qui vient de Syrie. Alors, je vais vous dire, je vais quand même essayer d'être objective. Ces gens ont vécu des horreurs. Ces gens ont vécu des erreurs par une géopolitique internationale terrible. C'est pour ça que je ne vais pas ouvrir ce débat si loin. Nous subissons des conséquences qui ont été décidées par des gens qui, bien au-delà de nous, les États-Unis, tout ça. Alors, au lieu de se battre comme ça et d'avoir des victimes collatérales, parce que ce bateau, c'est aussi une erreur, il faudrait remonter à la source, c'est-à-dire voir ces pays, les pays, les gouvernements et tout. Et la Tunisie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dû se fermer parce qu'elle s'est protégée. Il y a quand même un danger d'un pays. Merci Florence, merci Florence. Dans tous les cas, être intervenue. Gérald veut parler aussi. Allez, nous allons continuer ce débat. Nous n'allons pas consacrer toute cette heure à la migration. Nous parlerons aussi d'autres sujets, notamment Marlène Schiappa, cette commission là autour du fonds, commission sénatoriale autour du fonds Marianne. Je recevrai tout à l'heure Claude Raynal, le président de cette commission, le sénateur Claude Raynal à 12h05 qui sera avec moi ici même en direct. Il est 11h31, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, ça passe vite ce matin. Yannick Neuder, député LR de l'Isère, est avec nous. Kevin Mauvieux, député RN de l'Eure, et Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Gérald a une question pour vous trois. Bonjour Gérald, allez-y. Oui. C'est une question pour Aurélien Taché surtout, je crois. Oui, pour Aurélien Taché, bonjour à tous, excusez-moi, à laquelle j'arrive pas à comprendre son obstination auprès Allez-y. Question alors Gérald. À devoir recevoir toute la misère du monde en France. La question en fait est très simple. La Commission européenne est en train de travailler sur une loi qui dit que chaque pays qui ne reçoit pas un réfugié recevra une peine de 22 000 euros par réfugié si évidemment il les refuse. Notamment par exemple la Pologne et la Hongrie qui sont contre ça et à juste titre. Je voulais savoir en fait qu'est-ce que vous en pensez. Tout simplement que la Pologne et la Hongrie devraient être sanctionnées par l'Union européenne, effectivement, pour ne pas prendre leur part. Moi, je ne vous ai jamais dit, mon cher Gérald, que la France devait accueillir toute la misère du monde. Je vous ai dit que sur la question de l'asile en particulier, c'est-à-dire on parle de gens qui sont menacés de mort dans leur pays pour telle ou telle raison. Il fallait qu'on puisse continuer à assurer ce droit en France, mais je l'ai dit aussi, je souhaite que ce soit réparti au niveau européen. Je le souhaite profondément. On voit très bien ce que ça a donné en Italie ou en Grèce, le fait qu'ils aient finalement à accueillir beaucoup plus que les autres du fait du dérèglement européen actuel. Et quand certains pays d'Europe de l'Est, ceux dont vous avez cité, ne remplissent pas les obligations, mais continuent d'avoir des aides financières extrêmement importantes de l'État, plutôt que de punir les populations qui en plus ne partent pas, parce que tout à l'heure j'entendais mon collègue Mauvieux dire l'aide au développement, il faudrait finalement la réduire. Donc ça veut dire qu'en plus ceux qui ne partent pas, ceux qui sont là-bas, qui essaient de s'en sortir, on va les punir. Non mais ça c'est terrible, alors que par contre punir ceux qui effectivement refusent de remplir leurs obligations de solidarité au niveau de l'Union européenne, dont ils bénéficient grassement par ailleurs, ça me choque. Bien, Gérald Non, moi je voulais savoir en fait s'ils pensent que tous les réfugiés du Sud-Africain qui viennent en fait sur notre territoire français sont là en fait parce qu'ils sont martyrisés dans leur pays, selon vous? Je ne crois pas. Non mais bon, Gérald, là nous parlons de ceux qui viennent de pays où il est bien difficile de vivre, et des pays qui sont en guerre, ou des pays, je ne parle, attendez. Bien sûr, mais comment vous pouvez arriver à justifier en fait une personne qui doit être secourue en fait de ce pays-là? Quant à la solidarité européenne, il me semble qu'elle doit s'appliquer. Me semble-t-il. Ou alors on n'est pas dans l'Europe. Ou alors on quitte l'Europe. Il n'y a pas 36 solutions. C'est ce qu'il doit faire. Oui, c'est toute la question. Bien, on va pas revenir là-dessus. Moi, j'ai une dernière chose. Est-ce que, pour les réfugiés, je parle pour les réfugiés, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des corridors humanitaires? Ça éviterait des drames. Finalement, on les prendrait en charge et on organiserait une forme d'immigration légale, migration de travail.
Vous parliez de quotas. Par exemple, je ne sais pas moi, l'Europe pourrait organiser une forme d'immigration de travail, immigration légale, avec des personnes prêtes à travailler, évidemment, en Europe. Je crois qu'il faut être prudent dans ces propositions parce qu'il y a une question de souveraineté de chacun des pays. Et je crois que pour l'instant, on a quand même un problème. Comment demander à l'Europe de régler ce que vous êtes en train de proposer quand au sein de notre pays, la France, on n'est même pas en capacité de faire un référendum pour recueillir l'avis des Français sur ce sujet. Donc votre proposition, je l'entends, mais le problème, il est d'abord en France. Modifions déjà notre Constitution pour intégrer certaines données qui n'existaient pas à l'époque de l'écriture de la Constitution et faisons ce référendum pour prendre le pouls de nos Français. Mais arrêtons de poser les sujets au niveau de l'Europe parce qu'après on subit ces règles et on voit bien que dans les différentes prises de parole de vos auditeurs de ce matin, les Français ont un ras-le-bol de ces sujets-là. Il faut en parler. Donc il faut qu'on fasse le référendum et qu'on modifie. Il faut en parler. Mais alors quelle question vous poseriez référendum? Parce que les référendums, tout le monde demande un référendum, mais quelle question? La question précise, je ne vais pas vous la donner ce matin. Parce que vous ne la connaissez pas. Parce que je ne vois pas quelle question on peut poser sur l'immigration. Alors allez-y, mais la question qui est quand même assez basique, mais est-ce que vous voulez toujours plus d'immigration subie ou est-ce que vous voulez davantage d'immigration choisie et organisée? Je pense que ça c'est une question parce que on ne va pas nous faire. C'est ce que je vous dis. Organiser une immigration légale. Avant de l'organiser et de prendre des règles européennes qui s'imposeraient une fois de plus à la France, modifions notre Constitution, votons les lois dans le Parlement. Et ensuite, dialoguons aussi avec nos partenaires européens. Kevin Mauvieux, très vite, et ensuite Aurélien Taché, ensuite nous passons à autre chose. Je vais essayer de faire très vite, mais il y a 3 points. Le premier point, vous posez la question des corridors humanitaires, d'une immigration. Bon, je pense je parle d'une immigration de travail strictement encadrée. Non, mais évidemment. Avec un travail dans les pays d'origine ou dans les pays comme la Tunisie ou autres où les réfugiés arrivent. Est-ce que ce que vous entendez par là, est-ce que ce sera bien entendu dans les pays de partance, entre guillemets, de départ? C'est pas sûr. Donc il y a un risque à ce niveau-là. Et puis, deuxième, parce que vous m'avez dit de faire vite, mais deuxième élément, il y a l'élément de la souveraineté des nations. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre complètement de côté la souveraineté des nations. C'est l'Europe qui doit décider qui accepte qui, à quel moment et où. La souveraineté des nations doit d'abord primer. Et enfin, le référendum, on est pour depuis longtemps, nous, au Rassemblement National. C'est dommage que les LR n'aient jamais fait. Alors la question, je ne vais pas vous la dire comme ça parce que je l'ai pas en tête. Non, mais attendez, Monsieur Bourdin, la question, elle existe, mais je ne vais pas vous la dire parce que je ne l'ai pas en tête. Vous allez sur Aime la France, vous avez le programme de Marine Le Pen. Dans son programme, la question, elle est déjà rédigée avec le texte qui est déjà rédigé qui va avec. Je ne vais pas vous la dire parce que je ne l'ai pas en tête mot pour mot. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de déformer la question pour me proposer. Mais la question, elle existe déjà, elle est dans le programme. Vous allez sur le site de Aime la France de Marine Le Pen. Pour ou contre l'immigration. Vous avez la question. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on a le projet derrière. Il faut que la question elle aille avec le projet. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Il faut que la question elle aille avec le projet. On peut pas poser une question avec vous pour ou contre. C'est pas possible. Mais c'est pour ça que je veux pas vous donner la question. Moi, je suis très favorable à votre proposition. Je trouve que c'est une excellente idée. À partir du moment où on laisse pas ça à la main. Enfin, en tout cas, c'est une proposition qui est en réflexion au niveau européen. À ce que vous évoquez. Et que ce Moi, je pense qu'il faut contrôler l'immigration. Moi aussi. Mais on parlait bien, vous l'avez dit dans un. Mais oui, mais vous l'avez dit dans un cadre. Donc on est tous d'accord, vous allez tous voter notre proposition de loi alors. D'accord. Écoutez, c'est un scoop de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc si on ne confond pas tout, si on parle de l'asile, des réfugiés et d'une intégration par le travail avec des corridors humanitaires qui peuvent d'ailleurs être mis en place par la France, on n'a pas forcément besoin d'attendre l'Europe pour ça. Moi, je suis totalement favorable à ça et j'espère que dans le texte de loi qui sera proposé par le gouvernement, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas encore avec le gouvernement, ça viendra certainement dans les prochains mois, mais pour l'instant ça n'est pas encore fait. Donc, ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Au mot de mes désirs, vous savez, je m'en fiche un petit peu. Mais ce qui est dit, les titres de métier en tension et la fin du délai de carence de 6 mois pour le travail aux demandeurs d'asile, moi je le dis ce matin à votre antenne, Jean-Jacques Bourdin, si ça figure dans le projet de loi de M. Darmanin, je voterai ça. Oui. Vous le voterez. Oui. Bon, d'accord. Bon, dites-moi, est-ce que Marlène Schiappa, je change complètement de sujet, est-ce que Marlène Schiappa peut encore rester au gouvernement, Kevin Mauvieux? C'est pas à nous de décider.
je vais vous donner ma position personnelle. Oui, mais allez-y. Ma position personnelle, c'est que Mme Schiappa est de plus en plus en difficulté et j'ai de plus en plus de mal à lui donner crédit au gouvernement. Parce que la situation est grave. On a un dossier pourri, il faut dire le mot tel qu'il est. On a un dossier pourri qui est en train d'émerger, qui se base sur un fait divers effroyable. C'est quand même le point de départ, un fait divers effroyable. Et je regarde un peu ce qui se passe dans la commission d'enquête au Sénat. Et je vois Marlène Schiappa qui de plus en plus se dédouane. Mais, sur son cabinet. Mais sur son cabinet. Et je trouve ça quand même très grave, parce que Marlène Schiappa, elle est responsable de son cabinet. Elle donne les consignes, elle donne les ordres, elle suit les dossiers, théoriquement, si elle travaille. Donc c'est quand même assez particulier de se défausser comme ça. Est-ce que si demain j'ai un amendement qui est un peu bancal et dont dans la presse on me reproche d'avoir fait cet amendement, est-ce que je vais dire non, c'est mon collaborateur, j'étais pas au courant, j'étais pas là le jour où il l'a écrit? Non, je suis pas certain. Yannick Noder. Moi, je crois surtout que c'est une dossier de plus qui va encore éloigner les Françaises et les Français sur la responsabilité. C'est une forme d'antiparlementarisme, c'est une forme de perte de confiance par rapport à nos dirigeants. Et je dirais que c'est un élément de plus. Je pense que les Français qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui ont qui veulent faire confiance en leurs dirigeants, souhaitent pas des dirigeants qui, en pleine période de retraite, vont poser dans Playboy et qui, au décours du drame... Poser dans Playboy, c'est son problème. Non, mais d'accord, mais c'est quand même une image. Mais là, il s'agit d'argent public. Excusez-moi, c'est beaucoup plus important l'utilisation de notre argent que le poser dans Playboy. Mais il y a un lien. Ce n'est pas ça. C'était pour cacher le fonds Marianne quand même. Il y avait un lien. Ce n'est pas ça quand les Français n'attendent pas ça de leur ministre. De notre argent. Mais enfin, quand vous élisez, quel que soit votre choix du vote, et quand vous vous rendez aux urnes pour élire votre représentation nationale ou votre gouvernement, enfin via un président de la République, quel que soit le choix, c'est pas que pour les ministres derrière ne tiennent pas leurs fonctions. Enfin, on ne peut pas tolérer en 2023 que des ministres ne soient pas exemplaires dans leur comportement et que c'est sur cela il n'y ait pas la grande transparence. Donc il y a une commission d'enquête. Je crois que l'audition a eu lieu ce matin. J'en ai pas eu écho. Laissons le Sénat en train de faire sa commission d'enquête. Vous allez avoir écho, puisque le président de cette commission est avec nous dans quelques minutes. C'est une exclusivité Sud Radio. D'1 million d'euros et 2 millions d'euros, ce qui est insoutenable par rapport... 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros, c'est insoutenable par rapport aux Français. Je vous dis ça parce que c'était devant moi sur BFM TV qu'elle annonçait la création de ce fonds. C'est insoutenable de gaspiller de l'argent public des Français quand on parle du problème du pouvoir d'achat. Et c'est même bien pire que ça, puisque repartons du point de départ de cette histoire. Le terrible assassinat de Samuel Paty. Ce fonds est créé normalement pour effectivement voir comment on peut lutter contre la radicalisation, et c'est très bien. Sauf que quand on voit un peu le niveau du travail de Mme Schiappa et de ses équipes sur ce sujet, qui consiste à dire finalement on va faire créer des associations ex nihilo, c'est ce qui s'est passé. Et elle règle ses comptes avec les SOS Racisme. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu 5 ou 6 réunions de travail en amont de l'appel à projet où M. Sifaoui était reçu par M. Jallet, Mme Schiappa, le directeur de cabinet de Mme Schiappa, M. Jallet. Ils ont quasiment monté le dossier, ils ont quasiment créé l'association avec lui. Donc maintenant qu'on nous explique qu'elle n'était pas au courant, c'est quand même une énorme blague. Et 350 000 euros pour 6 vidéos YouTube qu'on fait 50 vues, c'est ça l'hommage qu'on rend à M. Paty, c'est ça la lutte contre la radicalisation en France. Mme Schiappa devrait être partie depuis longtemps, c'est une honte. Qu'elle pose dans Playboy ou pas, moi je m'en fiche. Par contre, la mémoire de Samuel Paty, la lutte contre la radicalisation qui peut donner lieu à des échanges vifs, et j'ai souvent été pris dans ces échanges-là. Je trouve que encore aujourd'hui, qu'on ait une ministre en exercice après ce qui s'est passé sur cette question-là, est un véritable scandale démocratique. Malheureusement, le président de la République n'a plus l'air d'être ému par rien. Il peut avoir des incompétents, des gens malhonnêtes dans son gouvernement, ça a l'air de ne pas le toucher. C'est quand même très grave pour la démocratie française. Bien, à tout de suite pour un troisième sujet. Vous êtes sur Sud Radio, merci, 11h46. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49. Dites-moi, Aurélien Taché, vous qui êtes élu Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Est-ce que vous cautionnez l'intervention d'une élue Écologie Les Verts avec tous ceux qui sont allés détruire la serre des maraîchers nantais, et notamment cette expérience formidable
des maraîchers nantais, qui vise à mieux connaître les besoins en eau des cultures pour mieux utiliser l'eau et à mieux connaître les effets des engrais. Moi, j'aimerais comprendre. Alors, je ne veux pas me défausser, mais je ne connais pas l'histoire exacte dont vous parlez, Jean-Jacques Bourdin, ni de nous. C'était à Nantes. Ça s'est passé à Nantes dimanche dernier. Mais bon, de toute façon, moi, je ne suis pas à la destruction de rien du tout, hein, qu'on soit clair. En revanche, ce que je vois aussi, c'est que vous avez quand même, chez les militants écologistes aujourd'hui, une forme de persécution des militants écologistes. Marine Tondelier et Sandrine Rousseau. Ce ne sont pas les persécutions. Non, mais je voudrais quand même évoquer aussi... Ce sont des violences contre les maraîchers. Je viens de vous dire que je les condamnais. Je viens de vous dire que je condamnais ces violences. Mais est-ce qu'on peut aussi parler de Madame Tondelier et de Madame Rousseau qui se font insulter par des vignerons alors qu'elles viennent juste discuter, échanger sur la manière dont on peut faire évoluer notre agriculture? Vous savez ce qui est paradoxal pour nous les écologistes, c'est que je crois qu'on est peut-être le parti qui s'intéressons et qui aimons le plus les agriculteurs, mais la discussion est visiblement encore un peu compliquée. Vous aimez les agriculteurs, vous allez détruire leur serre. C'est l'amour vache. Vous les aimez, on le peut le dire. Pardon, Jean-Jacques Bourdin, moi j'ai rien été détruire et je viens de vous dire que je condamnais les destructions. Ce sont les soulèvements de la terre. Est-ce qu'il faut dissoudre? Non, il ne faut pas dissoudre les soulèvements de la terre, il faut un excellent travail. Il faut condamner. Non, mais d'une manière générale, il y a 35 000 personnes dans les soulèvements de la terre, on ne va pas réduire à cette affaire nantaise. Mais par contre, sur cette affaire nantaise, s'il y a eu destruction de biens et s'il y a eu destruction de quoi que ce soit, eh bien je le condamne à votre antenne sans réserve. Mais j'aimerais aussi que parfois, mes collègues, la classe médiatique, politique d'une manière générale, disent quand même que oui, et aujourd'hui, les écologistes sont très souvent, et souvent des femmes, parce que nous avons beaucoup de femmes élues et c'est une fierté, sont très souvent malmenées, persécutées par un certain nombre de personnes. Kevin Mauvieux. Alors déjà, pour répondre à ça, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé avec Sandrine Rousseau qui s'est fait insulter, vous regardez mon Twitter, je condamne l'insulte. Eh ben merci, cher Donc, bravo. Vous voyez, je le dis, je condamne l'insulte. C'est pas une solution. Toutefois, aller insulter Sandrine Rousseau, c'est pas une solution. Je condamne l'insulte, mais je condamne aussi ce qu'on retrouve souvent du côté des écolos et notamment de Soulèvement de la Terre, c'est-à-dire la violence à l'égard des agriculteurs, parfois, souvent même d'agriculteurs qui sont de bonne foi et qui font de bonnes recherches. On balance de la peinture sur des tableaux. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont faites qui, au final, donnent envie à ces personnes-là, je parle des agriculteurs, aux gens qui font ce métier-là. Quand vous avez Sandrine Rousseau qui vient vous voir, peut-être même sans prévenir, je ne sais pas le contexte, je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand vous avez Sandrine Rousseau qui vient vous voir de façon un peu cavalière comme ça sur votre champ et que vous savez que quelques semaines avant, il y a eu Sainte-Soline, qui a eu l'histoire de la serre, etc. Comment vous voulez accueillir Sandrine Rousseau de façon apaisée? Vous ne pouvez pas accueillir Sandrine Rousseau. J'étais moi à Sainte-Soline. C'est une simple manifestation pour effectivement s'opposer à l'appropriation privative de l'eau. On a quand même le droit de dénoncer ça quand on est écologiste. Sinon ça sert à rien d'être écologiste. Mais avec des armes. Des armes, non. Attendez, s'il vous plaît. Qu'il y ait quelques éléments radicaux qui aient des armes, c'est une chose. Il y avait des milliers de personnes pacifistes. Moi, j'y suis né dans les Deux-Sèvres. Je peux vous dire que les gens qui étaient là, c'est pas des gens méchants. C'est des gens qui sont vraiment pacifistes. Quand vous êtes agriculteur et que vous voyez un écolo ou Sandrine Rousseau qui a des fois des mots quand même assez compliqués envers les agriculteurs qui débarquent comme ça dans votre champ, la violence, je l'ai condamnée. On n'a pas à traiter de cette façon-là, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs. On n'a pas à traiter un élu de la République de cette façon-là. Mais je me mets dans la peau de l'agriculteur et je peux comprendre la crainte, la peur et la tension. Non, mais je crois que je vais essayer de faire la synthèse finalement avec mes deux collègues. Je crois qu'il y a un sentiment de ras-le-bol particulièrement des agriculteurs pour cet agribashing ambiant permanent qui sème le vent, récolte la tempête. Sandrine Rousseau, je suis complètement d'accord. Il faut condamner quand elle est insultée ou autre. Mais il faut qu'elle arrête aussi en permanence d'avoir un avis, surtout quand je vois en commission des affaires sociales comment elle traite l'agriculture. Est-ce que Marine Tondelier, qui est patronne de votre parti, n'a pas condamné ce qui se passait à Nantes? Écoutez, je découvre l'histoire ce matin avec vous, donc je ne peux pas répondre là-dessus. Moi, je vous le dis. Mais en tout cas, il y avait même une élue députée de votre groupe qui était avec les soulèvements de la terre qui ont détruit la serre des maraîchers. Mais c'est récurrent. Mais déjà, je pense qu'il y a un problème d'incarner la fonction de député. Les députés, et je pense que c'est bon de le rappeler, notamment au groupe écologiste, doivent aussi, il y a des droits de réserve et des devoirs. On ne doit pas aller, quand on est député, dans des manifestations interdites. Non, mais c'est pas des manifestations interdites. Et on ne doit pas participer. Et on ne doit pas participer à tout mouvement écologiste qui peut dériver. Il faut quand même
respectée. Et je reviens sur mes agriculteurs. Les agriculteurs, ils en ont marre de cette intelligentsia parisienne qui leur dit comment il faut vivre, comment il faut gérer leur exploitation. Et ce qui les gens, ils en ont aussi marre de mourir des pesticides. On est d'accord. Et quand vous voyez la Cour des comptes qui reprend ces sujets-là, mais on devient fou. Il faut que. Et moi, je suis très étonné de voir qu'il n'y ait pas eu l'unanimité contre le Mercosur que nous avons voté l'autre soir. Et je trouve que Mercosur, pardon, qu'est-ce que je raconte? Mercosur pour vis-à-vis de ces sujets-là. Les écologistes ont voté pour. C'est quand même assez étonnant de voir quand même ce groupe parlementaire vent debout contre l'environnement et de ne pas aller contre ce traité de libre-échange. Pas le groupe écologiste. Et de pas voter contre ce libre-échange qui est relativement destructeur pour la planète. Évidemment. Et qui ne fait pas le beurre de nos agriculteurs. Sur les agriculteurs, encore une fois, arrêtons de dire que les écologistes sont dans l'agribashing. Les écologistes sont ceux. Moi, j'ai fait la campagne. Non, mais même Europe Écologie, les Verts. On est les premiers à dire qu'il faut plus d'agriculteurs en France. On est les premiers à dire qu'il faudrait installer. Rappelez-vous, c'était dans la proposition de Yannick Jadot de faire des fermes communales, de mettre de l'argent pour que les jeunes s'installent et puissent faire des exploitations agricoles. Nous sommes simplement contre les pesticides, l'agriculture productiviste, celle qui fait du mal à la terre et aux gens. Je suis médecin, je suis contre les pesticides, mais n'appliquons pas des règles à nos agriculteurs alors on applique des règles aux agriculteurs, donc on perd en productivité et on permet l'importation de produits qui eux-mêmes n'ont pas cette restriction sur les pesticides. Subventionnons. C'est un scandale. Réorientons la PAC, subventionnons le bio, le maraîchage, la permaculture, des choses qui sont des agricoles des écologistes, on la connaît bien. C'est-à-dire que c'est des petites exploitations pour nourrir localement. Mais il faut quand même que la France retrouve son rôle nourricier. Oui, Kevin Mauvieux, juste pour conclure. En quelques mots pour conclure sur le sujet. En réalité, pour revenir à la base du problème, le problème de l'accueil de Sandrine Rousseau, etc., c'est qu'aujourd'hui il y a un écoterrorisme. C'est une réalité qui naît. Si, il y a un écoterrorisme. Il y a un écoterrorisme qui naît en France. Il y a un terrorisme qui est fait envers les agriculteurs. Et le problème aujourd'hui, c'est que les Verts, les écolos, le problème, c'est que les Verts et les écolos, le problème, c'est que les Verts et les écolos, qui on a tué. Le problème, c'est que les Verts et les écolos aujourd'hui ne condamnent pas l'écoterrorisme, et c'est là où les agriculteurs, quand ils accueillent Sandrine Rousseau, ont du mal. Les groupes violents qui sont en marge de votre parti. Merci, il est 11h56. Merci d'être venu dans tous les cas. Comme tous les jeudis, c'est passionnant. 11h56, à tout de suite. Je vous précise que nous recevons Claude Raynal, sénateur de la Haute-Garonne et président de la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. À tout de suite.